Bonjour à toutes et à tous. Plus encore que la question de la raréfaction de l'énergie, la question de la raréfaction des minerais va s'imposer à partir de 2040 environ, et cela pour deux raisons. La première raison, elle est très concrète, puisque à partir de cette date, la plupart des gisements métalliques à la base de notre économie moderne auront été épuisés, dont notamment le zinc, l'étain, le cuivre, le plomb, le nickel, etc. La fin du fer, elle, le fer métal le plus largement utilisé, qui entre notamment dans la composition de l'acier, véritable épine dorsale de la société industrielle, se profile, lui, pour 2080. Se profilant pour 2080. La seconde raison, elle, relève d'une prise de conscience nouvelle de l'opinion publique par rapport précisément à l'importance de ces métaux dans le processus de la croissance. Parce que depuis le début du XXIe siècle, depuis l'intensification du questionnement sur les énergies nouvelles destinées à prendre le relais du pétrole, eh bien, une remarquable occultation de cette problématique a été opérée par la communication officielle. Ou plus exactement, elle a été balayée par un axiome rendu inébranlable. Cet axiome, c'est le suivant: la disponibilité des métaux sera éternelle grâce au recyclage. Axiome encore renforcé par la minimisation volontaire du rôle des métaux dans le processus industriel, alors qu'au contraire, une énergie même abondante et illimitée ne sert strictement à rien sans, en face, qu'il y ait une disponibilité totale des métaux. Le recyclage illimité. La notion de recyclage illimité doit être classée dans la catégorie des grands mythes de la société industrielle. Et la croyance dans ce recyclage illimité des métaux doit même être aujourd'hui considérée comme l'un des faits culturels majeurs du début de ce XXIe siècle. D'autant que le terme de recyclage a acquis dans le langage courant une acception générique aboutissant, comme pour d'autres termes techniques d'ailleurs, aboutissant à ce qu'un même signifiant finisse par désigner en réalité plusieurs signifiés sensiblement distincts les uns des autres. Dans l'esprit commun, en effet, le terme de recyclage n'évoque au premier abord que le traitement des déchets domestiques, dans la mesure où le discours médiatique reste, lui, tout entier centré sur les activités de tri sélectif et de collecte destinées à permettre la réutilisation de déchets, d'emballages et d'objets périmés divers. Alors en France, par exemple, la fameuse TEOM, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, cette taxe matérialise, d'un point de vue financier, la contribution que le bon citoyen est invité à verser pour la préservation de la planète. Préservation de la planète, notion avantageusement rassurante de par son caractère globalisant. C'est ainsi que la question du recyclage est abordée dans la communication de masse que sous son aspect de récupération des emballages usagés, de gestion des décharges publiques et de préservation de l'environnement. Or, la véritable question n'est pas là. La véritable question fondamentale, question qui conditionne la durabilité de la croissance, ou du développement durable si on préfère, c'est plutôt le maintien du stock de matière, voire même son augmentation pour ceux qui voudraient que la croissance continue indéfiniment. La matière étant considérée sous son acception générique, au regard de la science physique, c'est-à-dire en tant que ensemble des minerais, et encore plus précisément ensemble des métaux, tels que ceux notamment répertoriés dans la fameuse table de Mendeleïev. Et par surcroît,
ces métaux pris au sens de leur incorporation dans le processus industriel en association avec une certaine quantité d'énergie. En effet, si le problème de la dissipation de l'énergie, c'est-à-dire celui de la continuité de la disponibilité en énergie, et plus particulièrement sans l'apport des hydrocarbures, si ce problème est aujourd'hui généralement bien présent à l'esprit du grand public croissanciste, avec des types d'arguments tirés du fameux catalogue de la transition énergétique, eh bien, par contre, le problème de la dissipation des métaux, par contre, lui, il est totalement ignoré, totalement absent des débats et évacué en quelque sorte par le mythe du recyclage illimité. Car dans l'esprit commun croissanciste, cette matière, ces minerais, ces métaux sont supposés être indéfiniment réutilisables par la magie du dieu recyclage. Cette idée du recyclage infini a même acquis aujourd'hui une telle force axiomatique qu'il ne paraît pas utile d'en débattre. Bien plus, et même chez certains sceptiques de la croissance, on entend des voix s'élever pour suggérer que le recyclage pourrait quand même possiblement être infini à condition de disposer de suffisamment d'énergie et sous réserve que cette énergie, elle, également soit infinie. De type, par exemple, fusion nucléaire. Nous en reparlerons dans une prochaine chronique. C'est dire combien ce mythe du recyclage est devenu aujourd'hui un véritable fait culturel au point d'occulter la réalité, même aux yeux de certaines personnes ayant pourtant déjà acquis un bon niveau de lucidité face à l'hérésie croissanciste. Parce que en invoquant cette énergie miracle, qui permettrait de conserver indéfiniment intact le stock de la dot métallique terrestre, ces rêveurs, imprégnés de la culture du recyclage, oublient, consciemment ou non, ils oublient trois choses. Premièrement, pour que la croissance puisse continuer, il ne faut pas uniquement maintenir le stock de minerais à un niveau constant, mais il faut pouvoir l'augmenter, c'est-à-dire acquérir la capacité de créer de la matière. Capacité tenant du miracle, miracle qui naturellement n'aura jamais lieu. Deuxièmement, pour que le recyclage d'une matière puisse s'effectuer, ce recyclage doit satisfaire à deux conditions. Il doit être techniquement possible et être financièrement rentable. Sur le plan technique, on s'aperçoit déjà aujourd'hui que plus les alliages sont complexes, plus le recyclage est rendu difficile, voire impossible. Quant à la quantité, quant à la rentabilité financière, on commence à se rendre compte également que pour récupérer une quantité donnée de matière, ça ne sert à rien d'engager plus de moyens financiers que la valeur finale de la matière qu'on va récupérer. Troisième point enfin, et sans doute le plus déterminant, il faut bien comprendre que toute opération de recyclage, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa simplicité ou la complexité des alliages traités, quelle que soit la simplicité ou la complexité des alliages traités, toute opération de recyclage débouche toujours sur une quantité récupérée à la sortie moins importante que la quantité injectée à l'entrée. Il s'ajoute à cette loi imparable une autre loi imparable. C'est celle qui dit que la quantité de matière d'un objet usagé qui entre en recyclage est forcément moindre que la quantité initiale contenue dans l'objet neuf. D'où dissipation supplémentaire. Nicolas Georgescu-Roegen avait d'ailleurs largement anticipé la réalité de ce phénomène en suggérant un quatrième principe de la thermodynamique, selon lequel la matière utilisable
se dégrade elle aussi, inéluctablement, tout comme le fait l'énergie. Par ailleurs, les zélateurs du recyclage permanent ne vont pas tarder à se rendre compte qu'à chaque étape des recyclages successifs dans le temps, de multiples diminutions de la masse de la matière globale s'opèrent, à la fois par la diminution de la masse à recycler suite à l'usure du temps, mais aussi par la diminution de la masse obtenue après le recyclage. Et enfin, facteur aggravant, par une diminution de la masse constitutive, diminution par usure, de la masse constitutive des dispositifs de collecte, engins de compression, engins de transport, de levage, etc., ainsi que de celle des infrastructures de traitement, les usines. Enfin, et pour en finir avec le mirage du recyclage, il apparaît que, nonobstant cette perte irrémédiable de la matière globale, il faut à chaque étape du cycle, collecte, transport, traitement, stockage, il faut consommer une quantité d'énergie de plus en plus grande. Toutes ces constatations amènent à énoncer deux théorèmes qui scellent définitivement l'effondrement prochain du mythe du recyclage. Premier théorème. Les recyclages successifs d'une quantité donnée de matière produisent à chaque étape une quantité de matière inférieure à celle de l'étape précédente, aboutissant au bout d'un certain temps à la disparition complète de la matière utilisable. Alors la donnée un certain temps, exprimée par exemple en nombre d'années, étant un paramètre dont la valeur exacte n'est pas établie, mais qui en tout état de cause ne saurait être égal à l'infini. Deuxième théorème. Une quantité d'énergie est nécessaire pour mettre en œuvre le recyclage de la matière. Et cette quantité est d'autant plus importante que les matériaux recyclés sont issus de combinaisons physico-chimiques complexes, comme par exemple les alliages, ce qui est le cas pour la plupart des matériaux aujourd'hui. La combinaison de ces deux théorèmes nous conduit à la conclusion que, en plus de consommer beaucoup d'énergie, le recyclage de la matière tend inexorablement vers zéro. C'est pourquoi les homo industrialis vont progressivement comprendre, entre 2040 et 2050, ils vont comprendre que l'état stationnaire durable, et à plus forte raison de développement durable, dont ils rêvent aujourd'hui, état stationnaire durable ou développement durable, sont conditionnés tous deux par un renouvellement garanti de la matière. Donc, pour parler clair, par une reconstitution du stock initial de matière contenue dans l'écorce terrestre et ayant été disséminée par le processus industriel. Ils comprendront alors que si la planète Terre peut être considérée, c'est vrai, comme un système thermodynamique ouvert du point de vue de l'énergie, notamment parce qu'elle reçoit en permanence de l'énergie solaire, eh bien, la planète Terre, par contre, elle constitue un système fermé du point de vue de la matière, car elle n'en reçoit pas de l'univers. Vers 2070, la dot minérale de l'écorce terrestre sera quasiment épuisée, et le mirage de son recyclage envolé. Il restera les biens déjà produits et non encore mis hors d'usage par la corrosion, autre dénomination de la dissipation de la matière, des biens dont l'entretien et la conservation attentive devient, par contre, un objectif primordial et un enjeu fondamental. Ceci est le pronostic numéro 5, la raréfaction inéluctable de la matière utilisable.
Et je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et pour le 6e pronostic, la fin de la sécurité alimentaire. Je vous remercie et à bientôt.